Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Friand, je suis le fondateur et le directeur général de l'Institut Open Diplomacy qui, on m'a demandé, les amis du service civique européen m'ont demandé de faciliter les réflexions extrêmement intenses du workshop qui se tenait en parallèle de ces échanges en plénière pour réfléchir à comment est-ce qu'on développe la mobilité européenne, l'engagement citoyen, la participation à la vie démocratique. C'était un vrai plaisir, je dois dire que les échanges ont été impressionnants. Il y avait 17 jeunes dans la salle, dont une bonne moitié qui venaient d'autres États membres de l'Union européenne. Donc un débat en français mais avec des perspectives multiculturelles extrêmement riches. 17 jeunes extrêmement engagés qui ont tous suivi des expériences de service civique, de programmes de mobilité européenne divers, variés, très concrets, 3 heures de réflexion extrêmement intense et je dois confesser que c'était un plaisir tout particulier pour moi puisque j'ai créé l'Institut Open Diplomacy voici 11 ans pour pouvoir initier un dialogue entre les chefs d'État et de gouvernement du G20 et les jeunes. Et donc j'étais au carrefour de la régulation financière et des générations futures et le fait de reparler de générations futures dans une institution de régulation financière, c'était tout particulier. Surtout que j'ai moi-même travaillé 4 ans à la Banque de France, que je suis messin. Et donc entre les amis mosellans que je vois au premier rang et les résultats extraordinaires de l'expérimentation qui a été menée par l'Association du service civique européen, je me sentais extrêmement touché par l'invitation. J'étais d'autant plus heureux que je vais partager ce temps de restitution avec 3 des membres de cet atelier. Juste à ma gauche, Lou, Salomé, Anastase, qui va nous parler de mobilité européenne, qui fait partie du collectif pour le service civique européen, qui a notamment géré les partenariats avec les États baltes, où elle a elle-même fait un service civique. Il y a juste à ma gauche encore Andrea Chaïb qui va nous parler d'engagement citoyen, qui est le fondateur de Génération d'Avenir, qui a créé le programme Denkmit, qui faisait partie à proprement parler de l'atelier de réflexion que nous avons eu. Et Quentin, et pardon, on a été tellement long que je n'ai pas eu le temps de noter le nom de famille de Quentin. Il y avait beaucoup d'idées, il nous dira lui-même son expérience, mais il a également, j'ai mémoire qu'il travaille du côté de Pôle emploi pour pouvoir en particulier aussi réfléchir à la façon dont on peut encourager les jeunes, y compris via d'autres réseaux de solidarité. Donc comme je disais, on va restituer les idées en matière de mobilité européenne, d'engagement citoyen, de participation démocratique. Cet atelier a été extrêmement intense, donc par définition, on va être dans une sorte de course contre la montre pour pouvoir rendre le micro à l'heure dite. Et je rappelle que après la restitution par Lou, Salomé, Andreas et Quentin, vous aurez l'occasion de poser des questions pour aller dans les détails des propositions qui ont été formulées. Je commence tout de suite pour parler de mobilité européenne. Lou, Salomé, si tu peux nous restituer les principales idées que le workshop a fournies. Merci. Je confère que c'était une vraie opportunité de pouvoir rencontrer d'autres jeunes et d'entendre leur expérience de service civique européen ou de service civique tout court. Donc, pour ça, merci. Donc, sur les restitutions, nous, en fait, on a souligné 3 points majeurs. Le premier point, c'est l'accès à l'information, puisque souvent les programmes de mobilité les programmes de mobilité européenne sont assez peu connus des jeunes. Et donc nous, on a fait un certain nombre de recommandations là-dessus, notamment la communication plus digitale, c'est-à-dire essayer de centraliser l'information sur un seul site, puisqu'aujourd'hui l'information est assez éparpillée, on a accès via les réseaux sociaux à cette information-là, et donc voilà, pouvoir centraliser cette information, ça nous apparaissait très important. Et peut-être pour donner un deuxième exemple parmi toutes les recommandations qu'on a faites, pouvoir informer dès le lycée et mobiliser le lycée comme un tremplin pour l'accès à l'information, c'est-à-dire dédier des journées, une journée d'information dans tous les collèges, les lycées d'Europe pour faire connaître les programmes de mobilité européenne. Ensuite, sur le deuxième point, c'était plus sur les barrières qu'on peut rencontrer, que ce soit les barrières linguistiques, les barrières administratives, les barrières socialement induites. Et sur ces points-là, on a sur la barrière linguistique l'idée de faire en sorte que les cours de langue soient des prérequis dans les expériences de mobilité européenne, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Sur les barrières financières, tout un aspect trésorerie sur les bourses, le versement des bourses qui doit arriver plus tôt pour éviter des vraies problématiques de trésorerie pour les jeunes. Et sur les barrières administratives,
harmoniser les procédures pour participer au programme des États membres, en particulier pour les cursus binationaux. Et enfin, sur les barrières sociales, prévenir les risques de perte de statut pour les bénéficiaires de l'ASE. Donc ça, c'est entre autres des recommandations qu'on a pu avoir. Et sur le troisième point, qui est plus là, innover dans la mobilité européenne et s'appuyer sur de l'existant et faire en sorte que ce qui existe puisse être mobilisé au maximum. Et là, je vais me faire le porte-parole du collectif pour un service civique européen. Nous, ce qu'on aimerait pouvoir mettre en place, c'est faire en sorte que les agences de service civique nationales s'associent davantage entre elles pour faire en sorte qu'un jeune puisse faire une expérience de service civique dans son propre pays, puis enchaîner sur une expérience de service civique dans un autre pays. Et donc pour ça, il faudrait que les agences nationales s'associent davantage entre elles. Voilà. Merci Lou Salomé, ça fait directement écho à l'expérimentation qui a été menée à Metz par le collectif du service civique européen. Andreas, toi-même tu as aussi participé à cet atelier et notamment au chapitre sur la mobilité européenne. Est-ce qu'il y a une idée qui te tient à cœur parmi toutes celles qu'a résumé très brièvement, et je le remercie Lou Salomé, après 45 minutes de travail sur ce sujet-là, est-ce qu'il y en a une qui te tient particulièrement à cœur que tu voudrais un peu développer? Bien sûr, sur les idées dont parlait Lou Salomé, il y en a une, nous, qu'on a particulièrement remarqué justement avec le programme d'Engfabric et à travers sa consultation d'ACMID, c'était en fait les difficultés que les étudiants qui sont en cursus binationaux peuvent, dans le cadre de leurs études, voir venir en face d'eux. Quand on est étudiant binational, dans un cursus binational, par exemple sur du franco-allemand, on a à gérer l'administration française, on a à gérer l'administration dans l'université en Allemagne, et la complexité administrative cumulée à la barrière de la langue, qui est souvent un frein pour les étudiants, fait que il y a des situations qui sont très stressantes, très éprouvantes pour les étudiants en cursus binationaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on va avoir besoin de plus en plus, si on veut encourager la mobilité européenne, de simplifier les démarches administratives, d'unifier aussi les procédures pour ces étudiants de cursus binationaux et d'harmoniser les bourses qui leur permettent, en termes de financement, d'avoir accès à ces programmes-là, puisque aujourd'hui, selon l'état dans lequel vous venez, les bourses peuvent varier de 700 € jusqu'à plus de 3000 €. Donc il y a aussi un frein de ce point de vue-là pour les étudiants selon les états dans lesquels ils viennent. Et donc c'est vrai que c'est un point qui était particulièrement intéressant. Merci beaucoup, Andreas. C'est effectivement ces disparités à la fois administratives et financières nous ont sauté aux yeux. Je les ai vus arriver dans la salle et donc j'attendais leur présence pour sincèrement et chaleureusement remercier deux comparses avec qui j'ai animé cet atelier. Voilà, elles sont là-haut. Isabella et Cléa du collectif pour le service civique européen, qui ont vraiment pu faciliter la discussion et faire fructifier les réflexions. Donc merci beaucoup à toutes les deux. D'avoir fait ça en tandem, c'était super. Zoomons, revenons sur le sujet de l'engagement citoyen. Andreas, c'est toi qui avais la parole à l'instant. Je voudrais que tu puisses restituer de cet atelier les chapitres de la conversation qui portent sur ça, les différentes idées qui ont émergé sur ce volet spécifique de la façon dont on peut encourager l'engagement citoyen. Bien sûr, encore une fois sur les échanges, il y avait une telle diversité de profils que les échanges étaient par nature passionnants. Les retours d'expérience donnaient beaucoup de hauteur de vue aujourd'hui sur les freins qu'on peut avoir quand on veut s'engager dans une structure associative, notamment en étant un jeune français ou un jeune européen. Parmi les leviers principaux qu'on a identifiés, il y a déjà des leviers pour développer concrètement un écosystème qui va favoriser la citoyenneté. Aujourd'hui, la citoyenneté est l'apanage des étudiants ou des populations qui, par définition, ont déjà un accès financier pour s'occuper d'eux-mêmes et peuvent avoir le temps de développer un engagement à côté. Et donc, en fait, la question du financement aujourd'hui de la citoyenneté, de l'engagement citoyen, à la fois à titre individuel, on a eu des débats très intéressants sur le RSA jeune, par exemple, et le financement des acteurs de la citoyenneté. On pense souvent au financement des associations qui sont heurtées à une explosion des sources de financement des fonds et une complexité administrative dans les demandes de subventions qui sont souvent un frein. Donc il y a ce point-là sur lequel il faut travailler, déjà simplifier les démarches et sûrement unifier également les plateformes de demande de subventions pour les associations, parce que vous avez les régions, vous avez les communes, vous avez les départements, vous avez des financements nationaux et vous avez des financements européens. Et également pour les entreprises aujourd'hui, encourager les entreprises également
Dans ce mouvement assez contemporain finalement d'explosion des normes RSE dans les entreprises et d'explosion aussi de la prise de conscience que les entrepreneurs peuvent être des acteurs de la citoyenneté et pas simplement des acteurs qui vont produire de la richesse, faciliter également l'engagement des entreprises, par exemple avec une augmentation du plafond de déduction et du taux de déduction des dons que peuvent faire les entreprises à des actions citoyennes, à des associations et à des actions d'intérêt général. On a également eu un deuxième pilier qui était moderniser les structures démocratiques qui permettent aux acteurs de la citoyenneté de s'engager, avec un point particulier qui était de dire aujourd'hui, toujours sur la question de la complexité administrative, quand vous voulez créer une association et que vous avez des démarches qui peuvent être pas uniquement dans un seul État membre de l'Union européenne, eh bien, il vous faut avoir une association structurée en France, une association structurée en Allemagne, en Espagne, ou dans un autre pays ou dans un autre État membre, et vous vous retrouvez vite avec une complexité, un écosystème associatif que vous devez gérer assez difficile. Et donc, on avait eu des échanges avec les 17 personnes qui ont travaillé jusque-là sur aussi la réflexion autour de la création d'un statut pour ces associations-là qui ont des actions transfrontalières, un statut légal d'association européenne. On a également eu la création d'un référentiel central pour les sources de financement, je vous en parlais, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, on a eu un troisième pilier qui était comment valoriser concrètement l'engagement partout où c'est possible. Et donc là, on est à la fois sur de la valorisation professionnelle et à la fois sur de la valorisation universitaire. Valoriser toutes les formes d'engagement, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça implique de mettre en valeur les personnes qui s'engagent pour dire non, l'engagement c'est pas une perte de temps, c'est pas inutile, c'est pas simplement un truc qu'on fait après le travail parce qu'on s'ennuie, mais c'est une réelle efficacité, ça sert l'intérêt général et ça sert aussi soi-même ses expériences personnelles. Par exemple, dans les 17 personnes qui étaient présentes, on avait une jeune fille qui racontait que grâce à un engagement humanitaire qu'elle a eu, elle a développé des compétences et elle a développé des connaissances en droit humanitaire et que en fait elle a eu un job grâce à ça parce que dans l'entretien d'embauche la discussion est partie sur ça. Donc il y a des vrais soft skills déjà que l'engagement permet d'acquérir, qui doivent être valorisés, notamment à travers le compte professionnel de formation. Aujourd'hui, en fait, on a un dispositif qui permet de capitaliser ces heures d'engagement dans des associations à l'intérieur du CPF, et ça, c'est pas assez connu. Donc, il me semble que c'était toi tout à l'heure, Quentin, qui en parlait. Donc, je pense que tu en parleras mieux que moi. Et dernier point sur la valorisation professionnelle, je vous en parlais. C'était ça. Je vais pas revenir. Je vous ai synthétisé les deux points en même temps. C'était exactement le compte de formation professionnelle, réussir à mieux communiquer autour de cette possibilité-là d'accumuler des heures dans le CPF à travers l'engagement citoyen. Voilà, j'ai respecté les 4 minutes. Oui, merci Andrea. C'est vrai que c'est difficile de rassembler en 4 minutes les 18 idées très concrètes qui ont été développées lors de ces 45 minutes de réflexion. Quentin, toi, tu as aussi participé à cet atelier et sur le sujet de l'engagement citoyen, est-ce qu'il y a une mesure qui te tient particulièrement à cœur sur laquelle tu aimerais développer un peu ta réflexion? Moi, celle qui me parle le plus d'un point de vue personnel et professionnel, c'est la dernière, en fait, la valorisation de l'engagement, notamment au travers du compte personnel de formation ou autre, mais au travers de tout ce qui pourrait être lié au régime d'assurance chômage que je connais très bien puisque je travaille à Pôle emploi, notamment par exemple en permettant aux volontaires en service civique de cotiser au chômage, par exemple, ou autre, en facilitant la valorisation des compétences, en permettant de cotiser au CPF ou autre. Pourquoi pas, par exemple, en ce moment, le problème du compte d'engagement citoyen, c'est que par exemple, il n'y a que un référent par structure qui peut s'inscrire sur le site et qui peut renseigner les choses pour tous les bénévoles. Donc, il se passe les noms d'utilisateurs, les mots de passe, il n'y a pas de souci, mais pouvoir déléguer ça, par exemple, à des fédérations, d'associations ou autres, pour pouvoir centraliser ça et faire en sorte que ça pèse moins sur les associations, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait valoriser l'engagement citoyen, parce qu'un engagement citoyen, c'est un engagement pour soi, on développe énormément de choses, et on a parlé d'une ancienne volontaire qui a trouvé un job pas n'importe où, à la CIMAD notamment, parce qu'elle a développé des connaissances sur des domaines dans lesquels les gens font parfois 5 ans d'études pour acquérir au niveau de connaissances qu'elle a eu en l'espace d'un volontariat. Merci Quentin. Alors c'est vrai que première
Premier atelier sur la mobilité européenne, 22 idées en sont sorties. Lou Salomé les a rassemblées, hein, renforcer l'accessibilité aux programmes de mobilité par une meilleure communication, en levant les barrières et en innovant aussi dans les programmes de mobilité. Andreas a développé tout le chapitre de la réflexion, les 18 idées portant sur l'engagement citoyen rassemblées dans les différents piliers qu'il a évoqués, c'est-à-dire développer l'engagement citoyen en tant que tel, moderniser les institutions démocratiques qui encouragent l'engagement citoyen, valoriser l'engagement citoyen dans l'espace public, partout là où c'est possible, et valoriser aussi professionnellement l'engagement citoyen. Quentin, tu viens de développer un peu ce dernier chapitre. Toi-même, tu travaillais tu vas nous restituer les réflexions de cet atelier sur la participation démocratique. Ça faisait 22 plus 18 plus 12 égale 52. Alors, je sais pas quel est le département 52, mais il a tiré le gros lot aujourd'hui. C'est juste avant la Moselle. C'est pour ça que j'ai mémorisé. 5 places avant la Moselle et Metz. Quentin, 4 grands chapitres pour nos idées sur la participation démocratique. On t'écoute. Oui, du coup, pour favoriser la participation démocratique des jeunes, il faut déjà repartir de la base, en fait, repartir du rôle de l'éducation. Notamment, en fait, en France, on a une grande inégalité dans l'éducation qui commence dès l'école primaire, notamment parce que les budgets des écoles primaires sont municipalisés. Donc, les municipalités qui ont plus de moyens à mettre, notamment dans leurs écoles primaires. Et du coup, l'idée, ça serait de pouvoir déjà agir dès ce moment-là, pour pouvoir ensuite que les jeunes puissent se développer, connaître l'extérieur, se connecter à l'extérieur, et quand ils arrivent au collège, pouvoir appréhender beaucoup plus facilement au travers des programmes éducatifs qu'on pourra leur proposer l'engagement citoyen, notamment par exemple inclure des programmes d'engagement citoyen dans l'éducation civique. Personnellement, moi, quand j'étais au collège, j'ai eu un cours d'éducation civique sur comment ça se passait les institutions en France, et après c'était que des cours d'histoire à géo. Parce que les programmes sont trop lourds, que ce soit au collège ou au lycée, et donc on rattrape comme on peut. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir, en plus de comprendre les institutions démocratiques, pouvoir aussi débattre de l'actualité, comprendre quel est le lien entre le politique et l'actualité, puisque en France, on a tendance à considérer le politique comme un politique partisan, mais s'engager dans une association, c'est politique, et cultiver ses tomates dans son jardin, c'est politique. Le politique va au-delà des institutions, même si les institutions centralisent évidemment le pouvoir politique. De pouvoir comprendre la valeur de la démocratie dès le plus jeune âge, ça permet aussi de pouvoir garder les jeunes connectés à la démocratie, de les intéresser, de les connecter, et du coup d'éviter la perte de confiance en le système démocratique que peuvent ressentir les jeunes. Le premier parti politique des jeunes, c'est l'abstention. Ça permet aussi aux jeunes de pouvoir cultiver des compétences, pouvoir participer à la vie publique, notamment pouvoir explorer des thématiques, rechercher, se renseigner, parler en public, notamment. On connaît tous beaucoup les concours d'Eloquentia, notamment. Ça commence aussi parler dès le plus jeune âge, notamment. Et on pourrait aussi proposer dès le secondaire des projets qui soient interétablissements pour pouvoir le plus tôt possible élargir les horizons des jeunes. C'est en élargissant ces horizons qu'on devient de plus en plus engagé. Un deuxième grand changement, ça serait pour pouvoir encourager l'innovation institutionnelle pour la participation citoyenne. Notamment, par exemple, en généralisant les conseils de jeunesse, les conseils communaux de jeunesse, en les inclusant, en permettant l'inclusion à tous. Je vais encore parler de ce que je connais. Moi, je viens d'une ville de Picardie, où la ville est sociologiquement très intéressante, divisée en 2 parties. Il y a la moitié de la ville, c'est des jeunes cadres dynamiques qui ont des enfants qui travaillent à Paris, et l'autre moitié, c'est des enfants de cheminots. Et dans les conseils communaux de jeunesse, il y avait que des fils de cadres. Les cheminots, on les voyait pas du tout. Parce que, en général, il n'y avait pas accès à l'information, pas accès que ça existe, ou alors par papa, par maman qui connaît quelqu'un au conseil municipal ou autre, et qui du coup a accès à l'information. Donc l'idée, ça serait de pouvoir aussi sélectionner ces jeunes, notamment en organisant des élections dans les collèges, par exemple, directement, pour que l'intégralité des jeunes puissent avoir accès à cette information, puissent pouvoir se renseigner, s'intéresser, se présenter, par exemple. On pourrait aussi réemployer le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, notamment, pouvoir consulter les jeunes sur les thématiques de jeunesse. C'est super important de consulter les bénéficiaires quand on fait une politique qui va leur être destinée. On a beau avoir fait toutes les études qu'on veut, c'est toujours les bénéficiaires qui se connaissent le mieux. Moi, dans le cadre de mon travail, c'est les demandeurs d'emploi qui m'apprennent comment est-ce que je vais pouvoir les suivre, puisqu'ils connaissent eux-mêmes leur propre situation mieux que n'importe qui d'autre, et à plus forte raison moi. Aussi de pouvoir expliciter les enjeux de la participation citoyenne à la jeunesse et pas de les transformer en gadgets. La seule image de la démocratie que connaissent les jeunes de collège, c'est
les élections des délégués de classe, qui globalement servent à regarder un conseil de classe, et c'est à peu près tout. Du coup, pouvoir généraliser, développer ça, privilégier les échanges aussi dans la participation citoyenne, créer la possibilité de diriger une association à des personnes qui sont plus jeunes, notamment dès 16 ans, en pouvant s'abstenir de tout ce qui va être à des dispositifs de junior association ou autres. Pourquoi pas aussi leur imaginer de les connecter au débat public, au pouvoir politique, en leur donnant le droit de vote dès 16 ans. À 18 ans, on est souvent un peu perdu, on a moins la capacité d'explorer le champ des possibles, on a moins de temps libre aussi, puisqu'à 18 ans, on vient d'avoir son bac, on va commencer ses études supérieures. Il y a certains jeunes qui vont être très occupés, ou alors qui vont déjà commencer à travailler dès cet âge-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, par exemple. Et ça me paraît essentiel, et c'est le 3e point, de pouvoir créer des conditions générales de qualité au débat public, et un débat public qui soit un débat public de confiance, de pouvoir réguler la haine en ligne, par exemple, avec des propositions qui soient démocratiques et qui puissent se mettre au service des citoyens, notamment au service de ceux qui subissent les discriminations, de pouvoir avoir un meilleur contrôle de la vie publique, le renforcement de la haute autorité pour la vie publique, par exemple, qui a souvent des fonctions qui sont inférieures à ce qu'elle devrait avoir, notamment de pouvoir aussi mobiliser le site du ministère de la Jeunesse. Je suis vraiment désolé pour ceux qui font le site du ministère de la Jeunesse, je suis sûr qu'ils font du très bon travail, mais le site il est assez flou, il n'est pas très accessible, et quand on est très jeune et qu'on a moins cette capacité à rester concentré, c'est un fourre-tout qui mériterait un petit coup de plumeau. Et notamment, tout ça ne peut pas se passer sans qu'on puisse avoir un agenda social européen pour les jeunes qui soit centralisé et qui puisse permettre de sentir la reconnaissance et de pouvoir se réinvestir dans la politique, notamment par exemple en créant un revenu minimal de jeunesse. On a parlé du RSA pour les jeunes là, qui pourrait leur permettre de pouvoir eux aussi se mobiliser, en étant salarié de Pôle emploi. Je le sais, Pôle emploi est le premier financeur des auto-entrepreneurs de France. Leurs allocations au chômage financent quasiment leurs activités. Ceux qui sont au RSA aussi peuvent s'en servir comme appui pour développer leurs activités. Et pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas aux jeunes de toucher le RSA pour pouvoir s'impliquer dans la vie associative? Merci Quentin. En effet, on a parlé du revenu minimum jeunesse qu'on pourrait imaginer à l'échelle européenne, et comme le ministre Clément Beaune s'exprimer juste avant et que c'est lui qui pilote les préparatifs de la présidence française de l'Union européenne, je pense que cette idée va marquer les esprits, surtout qu'au moment du sommet social européen de Porto qui a eu lieu il y a un mois, c'est-à-dire le 9, 10, 11 mai, lui-même co-signé une tribune avec Elisabeth Borne pour dire que la priorité de la présidence française de l'Union européenne, ce serait la jeunesse. Donc qui sait, peut-être que cette idée pourra imprimer. Lou Salomé, toi-même, tu as participé aussi à cet atelier sur la participation démocratique. Est-ce qu'il y a une idée, Quentin a été exhaustif dans la synthèse, mais est-ce que tu as une idée sur laquelle toi tu aimerais revenir et insister ? Moi, ce que je trouve important, c'est vraiment le fait de miser sur le rôle de l'éducation et des structures secondaires pour pouvoir... parce que je pense que la participation démocratique, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc, pouvoir, dès le plus jeune âge, avoir cette possibilité de pouvoir s'engager, donc c'est-à-dire développer dans les lycées des réseaux associatifs, puisqu'il y a très peu, finalement, d'associations au sein des lycées. Et moi, dans les lycées dans lesquels j'étais, très peu de jeunes étaient engagés. On s'engage après, une fois qu'on a passé le baccalauréat. Et donc je pense que ce serait important de remettre des associations à ce niveau-là. Et puis ça passe aussi par le développement de projets interétablissements, mais qui associent aussi des acteurs extérieurs. Je pense que c'est important de pouvoir s'ouvrir en menant des projets, c'est-à-dire en n'étant pas simplement on va visiter une institution, mais aussi on prend part à un projet collectif avec la mairie de notre ville, avec même des représentants privés, des entreprises qui veulent s'engager sur des sujets collectifs. Merci beaucoup. Alors vous voyez en l'espace de 35 minutes, Quentin, Andreas et Lou Salomé ont résumé 3 heures de travail extrêmement intense avec le G17 des jeunes qui étaient réunis là-bas, un peu derrière, dans le backstage, mais vraiment focalisés sur l'action. 52 recommandations très concrètes, très précises que Lou Salomé, Andreas et Quentin ont résumé. Merci à vous 3 pour votre esprit de synthèse et la rigueur chronologique, c'était important. Je l'avais dit, on va pouvoir prendre des questions du public et éventuellement approfondir ici ou là, selon ce qui a retenu votre curiosité, les propositions qui ont été préparées.
Alors, je propose que ceux qui souhaitent prendre la parole, formuler une question, lèvent la main. Je crois qu'il y a des micros qu'on peut utiliser dans les coudières des fauteuils. Ça évitera de crier à travers son masque. Alors, est-ce qu'il y a des questions, observations, récriminations, jet de tomates? Je ne vois personne lever la main. Donc ça veut dire que vos propositions, mesdames et messieurs, ont été approuvées à l'unanimité par le public silencieux. Moi, j'ai une question que je vais vous poser à tous les trois pour nous projeter un peu dans l'avenir. Admettons, c'est une politique fiction à court terme, en tout cas que l'idée d'une agence du service civique européen existe et qu'elle coordonne, comme tu le décrivais tout à l'heure, Lou Salomé, les agences de service civique nationaux, facilite les échanges, les démultiplie en bilatéral, en multilatéral, de façon plus suivie, etc. S'il y avait une cause à laquelle vous aimeriez, chacun d'entre vous, que le service civique européen soit dédié, un sujet sociétal qui vous tient particulièrement à cœur, ce serait lequel? Alors je propose qu'on commence par Quentin, puis par Lou Salomé et enfin par Andreas. C'est une question qui est très complexe en fait. Plutôt que d'y répondre, j'expliquais pourquoi je peux pas choisir. Parce que la belle pirouette. Parce que de toute façon, si on règle pas le problème du réchauffement climatique, on le réglera rien du tout puisqu'on va tous se faire ravager par la nature. Mais en même temps, on peut pas le régler. On a déjà vu que c'était impossible de le régler sans des institutions démocratiques qui soient ambitieuses, qui soient et qui aient surtout une force de proposition. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai fait mon service civique, c'était il y a 6 ans, on a décidé que, on a pris notamment les accords de Paris, c'était très bien, c'était très beau, et depuis, les émissions de gaz à effet de serre n'ont fait qu'augmenter, alors qu'on a voté leur redirection. Et il y a un moment où, comme le dit très bien Jean-Marc Jancovici, la nature, elle s'en fiche des lois en fait. On aura beau essayer de passer à l'Assemblée nationale une loi qui limite le réchauffement climatique à 2 degrés, si on met pas nous en place les actions nécessaires pour le faire, ça ne marchera pas. Et donc je pense que à se centrer autour de la puissance démocratique et notamment pour pallier à tout ce qui va être réchauffement de gaz à effet de serre, c'est quelque chose d'indispensable. On peut pas faire sans. Ok, mais du coup je me permets une question pour te relancer parce que donc j'ai compris que la cause, ça serait la cause climatique. Je le prends comme tel. Et si dans le format d'un service civique européen, les jeunes pouvaient faire quelque chose de particulier dans ce champ-là, qui n'oblitère pas la responsabilité politique, les responsabilités économiques. Je suis pas du tout en train de mettre ça sous le tapis. Mais qu'est-ce que tu penses que les jeunes pourraient faire dans le cadre d'un service civique pour participer, prendre leur part à ce travail-là? Du coup, moi, j'ai fait un service civique en fait sur une cause climatique. Donc, je pense que le plus important, ça serait d'essayer d'aller vers les citoyens qui sont les plus éloignés des causes écologiques, pour leur faire comprendre que l'écologie est l'affaire de tous et que chacun peut agir. Moi, j'ai fait mon service civique à Unicité, notamment sur le programme Médiataire, dans lequel j'ai fait de la sensibilisation à l'écologie dans des quartiers en précarité énergétique. Donc ça, par exemple, c'est des activités qui pourraient être intéressantes et qui pourraient être généralisées. Il y a aussi des écueils à éviter. Par exemple, moi, je suis aussi bénévole dans une association qui s'appelle Zero Waste, du coup pour zéro déchet. Et on voit beaucoup d'opérations de nettoyage, de ramassage de déchets ou autres. Moi, j'ai pour grand principe dans la vie de ne pas ramasser les déchets des autres, par exemple. Et sensibiliser notamment à tout ce qui va être l'écologie, le développement durable, c'est essentiel. Le faire auprès des personnes qui pensent que ça n'est pas à la portée, ça l'est d'autant plus. Et notamment sensibiliser. On peut pas parler réchauffement climatique sans parler de l'impact de la viande, puisque de toute façon c'est plus de le nouveau seuil minimum a été élevé à 27%, je crois, des émissions de gaz à effet de serre. Ça passe au-dessus de tout le reste. Donc notamment par exemple proposer des cours de cuisine végétale ou ce genre de choses, c'est des choses qui me semblent indispensables et des propositions sans lesquelles la lutte contre le réchauffement climatique ne pourra pas se faire. Ben voilà, on a la réponse cuistot écolo en service civique. Ça marche hyper bien, c'est hyper attractif. Quentin, Andreas, à toi. Je pensais au départ aussi essayer de faire une réponse pirouette. Ça marche pas avec moi là. Pour échapper des détails. Je crois, je vais pas répondre sur un prisme environnemental, en tout cas écologique. Je pense que c'est un des sujets
de toute façon, en termes de prospectifs les plus importants que nos systèmes politiques contemporains vont devoir gérer. Je pense que c'est un défi majeur à la fois pour les décideurs publics et pour les décideurs privés, mais je crois que c'est également un défi qui ne peut pas se répondre sans répondre à un enjeu qui est encore plus profond que simplement la sensibilisation à la cause environnementale, qui est aujourd'hui le lien intergénérationnel et le lien entre les gens et le lien social qui existe dans la société. Le problème aujourd'hui qu'on a, et la crise sanitaire l'accentue, c'est que nos sociétés individualistes ont une tendance assez exponentielle à accroître les divergences intergénérationnelles et les divergences sociales. Et aujourd'hui, le gros problème qu'on a et notre incapacité à répondre à des enjeux de société tels que le développement durable vient des réponses individuelles qu'on donne souvent à des enjeux qui nécessiteraient une prise de conscience collective. Et en fait, le gros problème actuel de nos sociétés découle de cette rupture intergénérationnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu fondamental auquel on va devoir répondre à très court terme va être de dire on va donner aux jeunes, mais on va également donner aux populations les plus anciennes une prise de conscience que on est tous dans le même bateau. Quand on entend aujourd'hui le Covid a accentué ça, on comprend pas, nous en tant que jeunes, et moi le premier, je comprends pas pourquoi j'ai pas compris pourquoi on m'a empêché de vivre pendant 1 an et demi. Ça accentue une crise intergénérationnelle. Ça crée une faille dans notre lien. Quand on parle des réformes des retraites, c'est pareil. On a des enjeux de société. Et donc, je pense que la thématique, pour revenir et pour justifier mon propos qui devrait, selon moi, être vraiment mise en avant, ça serait l'accompagnement à la fois des jeunes vers leurs aînés et à la fois également l'accompagnement des aînés et des jeunes vers des populations démunies dans le cadre de services civiques qui peuvent être très larges. Ça peut être à la fois aller dans un service civique entrepreneurial dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, autant que avoir un service civique dans un EHPAD, autant que dans une école maternelle, dans une zone d'éducation prioritaire, mais en tout cas avoir un service civique qui est comme prisme la réponse à la rupture comportementale et intergénérationnelle que nos sociétés sont en train de traverser depuis une vingtaine d'années. Moi, je note 2 idées. L'idée d'un service civique intergénérationnel pour faire la cuisine écolo, voire de dire qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont le droit au service civique, les retraités aussi, tant qu'on y est. Petite anecdote au passage, il y a quand même beaucoup de retraités qui sont engagés bénévolement, mais on parle du service civique comme si c'était l'apanage des jeunes. Je le place au passage. Lou Salomé, toi, ça serait quoi la grande cause de ton service civique européen ? Alors moi, du coup, je vais pouvoir avoir une 3e thématique. Ce serait de pouvoir développer le pouvoir d'agir chez les gens et chez les jeunes notamment, puisque je pense qu'il y a une fracture entre des jeunes qui vont être beaucoup plus sensibilisés à la prise de parole, notamment ceux qui vont faire des études de droit, de sciences politiques, et puis des jeunes beaucoup plus éloignés de cette possibilité-là de prendre la parole et de savoir qu'ils ont la capacité de faire des choses et d'agir eux aussi. Et donc, je ferai en sorte que les services civiques soient orientés vers le fait de faire se rencontrer différents jeunes entre eux et d'inciter des jeunes à mobiliser d'autres jeunes pour leur dire oui, vous pouvez avoir confiance en vous pour pouvoir faire des choses. Et ça passe aussi notamment, enfin je le répète, mais sur le développement de clubs et d'associations d'éloquence, parce que c'est un vrai pouvoir mobilisateur pour les jeunes pour savoir qu'ils peuvent s'exprimer. Bon bah on a l'idée, un service civique européen dédié à la cuisine responsable, intergénérationnelle, qui finit par une grosse émission de Masterchef qui donne des cours d'éloquence à tout le monde. Voilà, elle est très concrète cette idée. Non, sans blaguer, les 52 idées très concrètes étaient un peu moins poétiques que celles que je viens d'énoncer, mais on voit bien que la créativité par le dialogue, ça peut aller assez loin. On n'est encore pas arrivé au bout du chemin avant d'avoir une agence du service civique à l'échelle européenne. Je crois que c'est d'ailleurs tout l'objet de l'expérimentation. On a encore 10 minutes pour nous, pour réfléchir à ces sujets. Toujours la possibilité de poser des questions. Ah, voilà, une main, bien sûr. Alors, je vous propose je prends votre question, je vais la découper en 3 pour que chacun puisse intervenir. Parce qu'en effet, on a établi 52 idées au total, 22 que Lou Salomé a rassemblées, 18 puis 11. Alors il n'y a pas une hiérarchie, c'est juste qu'on a fait de moins en moins de temps vers la fin. Mais chacune de ces idées-là est directement adressable à telle ou telle institution, tel ou tel membre du corps social, tel ou tel membre du corps intermédiaire et des corps intermédiaires. Donc ce que je vous propose, chacun de vous 3, c'est peut-être de reprendre la recommandation que vous avez dite comme étant celle qui vous plaît le plus. Chacun en a énoncé une, et de dire à qui il reviendrait de s'en saisir, et éventuellement si vous voulez ajouter une autre idée,
un autre exemple parmi toutes celles qu'on a développées, et quels seraient les acteurs qui seraient susceptibles de s'en saisir, que ce soit le gouvernement, le législateur, la magistrature. On n'a pas du tout parlé de justice, donc ça s'applique pas, les entreprises, les syndicats, le patronat, l'éducation nationale, etc. On vous laisse prendre des exemples, parce que parmi les 52, effectivement, elles sont toutes tournées vers des acteurs différents. Alors on commence par toi, Louis Salomé. Concrètement, si je reprends l'idée de développer plus le tissu associatif au sein des établissements secondaires, je dirais que évidemment il y a le rôle du chef d'établissement pour promouvoir cette stratégie-là, et ensuite le chef d'établissement doit pouvoir s'appuyer sur une équipe pédagogique, et je pense notamment à ce qu'on appelle les surveillants dans les lycées et les collèges. Je pense que eux peuvent avoir un vrai rôle pour assurer tout ce qui est développement d'activités hors des cours, et qu'ils pourraient être davantage en fait mobilisés pour la qualité, pour développer ces sujets-là. En effet, j'ajoute que sur le plan des moyens, les régions ou les départements, que ce soit pour les lycées ou les collèges, vont jouer un rôle décisif pour que les ressources existent. Et en pleine période d'élection départementale et régionale, c'est important. Andreas, quelle était ton idée à toi ? Alors, je vais répondre le secteur privé et les entreprises, parce que je pense que c'est un des acteurs oubliés aujourd'hui de l'engagement. D'ailleurs, on parle de création d'associations, mais je pense aujourd'hui que notre génération, enfin ma génération en tout cas, a conscience, on en parlait, des défis à la fois sociaux, environnementaux et de responsabilité et globalement de RSE. Et en fait, il n'y a pas que le secteur associatif aujourd'hui qui peut agir pour faire évoluer les enjeux de société qu'on traverse, et je crois que on sous-estime la puissance que peut avoir la création d'entreprises, le secteur privé, et inciter aussi les jeunes à s'engager dans une aventure qui va pas forcément être une aventure associative, pour faire pour faire avancer une cause. Et dans les propositions, on avait une proposition notamment dans mon domaine qui était un label entreprise d'intérêt public. Je crois aujourd'hui que il y a dans certains domaines, malheureusement, on a une défaillance des pouvoirs publics pour répondre à certains besoins, à certains besoins systémiques en France. Covid Tracker, c'est l'exemple parfait. Quand vous aviez le Covid, c'est ce dont on parlait. Quand on était au milieu de confinement, tout le monde, une grande partie des gens allaient regarder Covid Tracker sur Twitter pour savoir l'évolution des chiffres, et personne n'allait sur le site de Santé publique France. Alors encore une fois, là on n'est pas forcément dans une aventure entrepreneuriale, mais je crois en fait que globalement il faut davantage sortir d'une réflexion stricto sensu associative et inciter davantage aussi les jeunes à créer des projets qui soient pas forcément des projets associatifs, mais également des projets entrepreneuriaux. Voilà. Merci Andreas, et je salue l'arrivée de Madame la sous-gouverneure qui va prendre les conclusions juste après la fin de cette table ronde qui arrive à son terme. Quentin, toi, sur la proposition que tu as énoncée tout à l'heure, quel serait le relais qu'il faudrait prendre ? Moi je pense que le relais, du coup, je pense que le relais premier pour prendre ça serait soit Pôle emploi, soit la CAF, soit l'agence de services et de paiement, pourquoi pas. En ce moment, c'est la CAF qui gère le RSA. Du coup, c'est à eux en fait qu'il faudrait s'adresser et de leur dire maintenant le RSA c'est pour tout le monde, c'est plus que pour les plus de 25 ans. Point. Oui, il suffirait de dire ça. C'est d'abord une décision législative pour le coup. Oui, c'est d'abord une décision législative. L'opérateur de distribution pour le décider. Et puis après, je pense qu'il faudrait aussi parler avec les régions, puisque c'est les régions qui sont c'est la CAF qui paye, mais c'est les régions qui encadrent le RSA notamment. Et je sais que ça peut causer pas mal de soucis de coordination ou autres dans certaines régions, notamment dans la nôtre. Mais je pense que ça serait aussi intéressant d'arbitrer nationalement, en fait, d'harmoniser nationalement qui gère ça, parce que ça pourrait permettre aux différentes administrations de pouvoir se synchroniser et aux différents acteurs publics de pouvoir prendre le relais plus facilement et de manière beaucoup plus efficace. Merci beaucoup à tous les trois. Au nom des 17 qui ont fait ce petit G17 là derrière dans la salle, on est à la veille du G7 de Cornouailles. Et en fait, on avait un G17 de la jeunesse juste là derrière pour travailler ces 52 propositions qui étaient très concrètes. On va les remettre, Monsieur le Président de l'Association pour le service européen, on va vous remettre ces idées qui seront transmises à qui de droit, et le Parlement, le gouvernement, les régions, les départements sont concernés, en présence des législateurs français et européens qui ont
ont animé cette matinée. C'est donc très heureux. Merci à l'association du service civique européen de nous avoir donné la chance de réfléchir là-dessus. Merci de m'avoir invité pour animer ces débats. Je dois avouer que ça fait 12 ans que je travaille sur les sujets de jeunesse et je prends toujours un plaisir hors norme à écouter des idées émerger. Merci enfin à la Banque de France de s'être faite hôtesse de ce travail en parallèle des conférences, ce qui me permet de donner la parole, de transmettre la parole, à Madame Goulard.